Effectivement, 18 heures. Nous allons donc ouvrir ce quatrième webinaire d'ILC France que j'ai le plaisir d'introduire. Comme vous le savez, ILC France fait partie intégrante d'ILC Global Alliance, composée de 17 pays à travers le monde. Et ce soir, je vous propose de traverser l'Atlantique pour nous rendre au Canada, à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, pour y rencontrer notre collègue Linda Garcia, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous consacrer le temps de ce webinaire. De concert avec Linda, nous avons intitulé cette rencontre « Dans la peau d'une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer », titre un peu et volontairement provoquant, qui va nous permettre, nul doute, de mieux comprendre la relation établie avec une personne malade. Je laisse à Françoise Forest, présidente du comité d'orientation stratégique et scientifique d'ILC France, le soin de présenter notre invité et d'animer les débats. Françoise, alors c'est avec un grand bonheur, un grand plaisir et un grand intérêt que nous accueillons aujourd'hui Linda Garcia, qui est professeure à l'école interdisciplinaire des sciences de la santé qu'elle a contribué à fonder et directrice de l'Institut de recherche LIFE de l'Université d'Ottawa. Les intérêts de recherche personnels de Linda Garcia portent sur l'impact des environnements physiques, sociaux, technologiques et cliniques sur la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurologiques et en particulier, bien évidemment, de la démence. Elle s'intéresse au développement d'interventions incluant les approches basées sur les interactions humaines, particulièrement dans les milieux de vie des soins de longue durée. Je dois dire que moi, j'aime beaucoup la façon dont Linda aborde justement les relations qu'on peut avoir avec nos patients. Et on est absolument ravis de lui donner la parole. Alors, elle a donc créé l'école interdisciplinaire des sciences de la santé. Elle en a été la première directrice en 2010, avant de devenir vice-doyenne de la faculté des sciences de la santé en 2014 et la directrice donc de l'Institut de recherche LIFE en 2018. Linda, vous avez la parole pour 25 minutes. Merci bien. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille dans le domaine du vieillissement, c'est qu'on est amené à s'étudier soi-même. Le titre de mon exposé aujourd'hui est assez présomptueux et la dernière chose que je souhaite est d'offenser les personnes atteintes de démence et leurs familles en leur laissant croire que je sais vraiment ce que c'est que d'avoir la maladie d'Alzheimer. Cependant, de temps à autre, que nous soyons chercheurs, décideurs, cliniciens ou membres de la famille, il est possible de concevoir le monde dans lequel nous aimerions vivre en prenant du recul, en tirant des leçons de notre travail et en essayant de voir les choses du point de vue de la personne atteinte de démence. Bien sûr, le plus simple est de leur demander. Heureusement, il y a un nombre croissant d'initiatives de recherche qui le font. Mais dans le cadre de mes recherches sur les personnes atteintes de démence modérée et avancée, il est particulièrement difficile de leur donner la parole puisque les capacités de réflexion et de communication sont souvent affectées. Pour moi, comme pour vous qui n'ayez pas encore la démence, on aurait du mal à s'imaginer comment chacun de nous vivrait l'expérience d'une démence. L'expérience de chacun est influencée par les personnes qui nous entourent, notre situation financière, nos croyances, le type de pathologie, maladie d'Alzheimer versus démence frontotemporale, notre personnalité, les zones du cerveau touchées, ainsi de suite. Mais pendant les 20 prochaines minutes, j'aimerais que vous preniez également du recul par rapport à vos rôles et que, comme moi, vous réfléchissiez au message que vous pourriez vouloir faire passer à un public comme celui-ci si vous étiez atteint de démence. Pour faciliter la compréhension de mon exposé, je tiens à préciser que j'utiliserai le mot démence plutôt que maladie d'Alzheimer, ce dernier désignant l'une des causes de la démence. De même, vous m'entendrez parler de centre de soins de longue durée, ce qui fait généralement référence à ce que l'on appelle en France un EHPAD. Pour ce qui me concerne, je suis titulaire d'un premier diplôme, comme l'a dit Françoise, en psychologie avec un intérêt particulier en neuropsychologie, d'une maîtrise en orthophonie, de 12 années de travail clinique avec des survivants d'accidents vasculaires cérébraux et des personnes atteintes de démence, d'un doctorat
sous la direction de professeur Yves Joannette, un spécialiste de la démence de renommée internationale, et enfin d'une carrière universitaire de 27 ans au cours de laquelle mes intérêts de recherche se sont principalement concentrés sur les transitions et les expériences vécues par les personnes atteintes de démence. J'ai également occupé de nombreux postes administratifs, comme le dit Françoise, mais notre famille a aussi été touchée par des expériences personnelles reliées à la démence et je siège à plusieurs groupes communautaires dont l'intérêt est la démence. Comme vous pouvez voir, je suis une passionnée du vécu des gens avec démence. À ce que je sache, je n'ai pas la démence, du moins pas encore. Bien que, puisque les signes et les symptômes peuvent apparaître aussitôt ou aussi tard que 10 à 15 ans avant le diagnostic, il n'est pas impossible que le processus ait commencé. Et comme nous le savons, plus je vieillis, plus il y a des chances que je sois personnellement confrontée à ces défis. Mais comme j'ai déjà dit, la démence a déjà fait partie de notre vie. Alors voilà, nous sommes en 2038 et j'ai 80 ans. Ma famille me voit faire des choses hors caractère. Je les ai remarquées aussi, mais je ne veux pas envisager la possibilité d'être atteinte de démence. Je le sais par mes études et connaissances, mais je préfère voir cela comme faisant partie d'un vieillissement normal. Après tout, d'autres choses se passent, mes articulations ne bougent plus aussi bien, ma vue et mon ouïe sont de plus en plus affectées. Alors pourquoi pas mes petites actions inhabituelles ou mes petits manques de mémoire? À 80 ans, l'âge moyen pour obtenir un diagnostic, on me dit que je suis atteinte de démence, probablement causée par la maladie d'Alzheimer. Ma fille aînée, Sophie, a 52 ans, Véronique, 47 et mon fils Philippe, 43. Ma petite fille Athéna a 21 ans et mon petit-fils Gabriel, 19. J'ai pris ma retraite de mon poste de professeur à l'Université d'Ottawa il y a 15 ans. Je suis née en 1958. Donc, je fais partie de la tranche des baby boomers qui contient le plus grand nombre de personnes. Nous sommes nombreux. Mon espérance de vie actuelle est probablement de 5 à 10 ans. Mon conjoint a 84 ans et ses facultés cognitives semblent intactes pour le moment. Je sais ce que peut être vivre avec la démence et je crains devenir un fardeau pour lui et pour mes enfants. Alors, qu'ai-je appris de mon travail avec les personnes atteintes de démence, les prestataires de services de santé et les proches aidants qui pourraient m'aider à continuer de bien vieillir, sauf maintenant avec une démence? Je partage 3 constats tirés de mes recherches et expériences et remercie mes collègues étudiants et organismes subventionnaires qui ont participé à ces recherches. Constat numéro 1. Les personnes atteintes de démence sont plus conscientes que vous ne le pensez. Dans l'une de nos études, nous avons suivi 108 dyades pendant 1 à 2 ans et les avons appelées tous les mois pour savoir d'abord si elles traversaient l'une des 9 transitions typiques d'une trajectoire de démence et si c'était le cas, de nous parler de leurs expériences et accès aux services. Au cours de la première de ces transitions, l'identification initiale du problème, beaucoup de nos répondants ont dit qu'ils savaient que quelque chose n'allait pas, même s'ils ne voulaient pas faire face à un diagnostic craignant qu'il s'agisse d'une démence. La littérature confirme certainement que les partenaires compensent progressivement les changements qu'ils constatent, tout comme les personnes atteintes de démence. Bien que ce ne soit certainement pas le cas de tous, certains adaptent souvent leur conduite automobile et sachant que la démence fait partie du diagnostic différentiel, certains veulent protéger leurs proches de ce qui pourrait être à venir. Mais pour ceux d'entre nous qui travaillons dans ce domaine, la révélation de changements cognitifs n'est pas facilement acceptée. Des études menées aux États-Unis ont montré que la crainte de recevoir un diagnostic de démence est l'un des problèmes de santé les plus redoutés. Dans d'autres études que nous avons faites examinant la trajectoire vers le diagnostic, nos répondants ont indiqué qu'ils partageraient plus facilement leurs symptômes avec leur famille qu'avec leurs amis. Comme les signes peuvent être très subtils au début, il est primordial que les patients et leurs proches disposent des meilleures conditions pour communiquer avec les prestataires de soins de santé, notamment en tenant compte de la langue utilisée. Nous avons constaté dans notre travail avec différents groupes linguistiques, français, anglais, punjabi et mandarin, que les locuteurs de langue minoritaire peuvent être amenés à s'appuyer sur des groupes communautaires pour faciliter les échanges et faire relever leurs compétences aux médecins. Dans une étude portant uniquement sur les francophones,
nous avons trouvé qu'ils pouvaient s'ouvrir plus facilement à leur médecin de famille ou généraliste qu'à un spécialiste, car non seulement le premier les connaissait depuis plus longtemps, mais il était plus facile de trouver un médecin de famille qui parlait leur langue maternelle. La ville d'Ottawa est une ville majoritairement anglophone, dont 14% des habitants sont francophones. Les spécialistes francophones étant plus difficiles à trouver, l'établissement des antécédents devait se faire dans la langue de la majorité, à savoir l'anglais. Dans une situation où la cognition est évaluée par le biais des compétences linguistiques, le niveau de maîtrise de cette langue devient important parce que les compétences linguistiques peuvent masquer la compétence cognitive. Même chez les personnes atteintes de démence avancée avec peu de communication verbale et vivant dans les établissements de soins de longue durée, nous avons observé des signes montrant qu'elles étaient plus conscientes de leur environnement que ce à quoi on pourrait s'attendre. Dans l'une de nos études, nous avons observé 19 résidents individuellement pendant 20 minutes dans 4 foyers différents. Vous vous imaginez, 20 minutes, c'est très long pour observer une personne qui semble ne pas être consciente de son environnement, souvent placée dans une pièce commune, souvent avec une télévision allumée, souvent en fauteuil roulant et souvent avec les yeux fermés. 20 minutes. L'objectif de notre étude était d'explorer le rôle de l'environnement physique et social dans l'apparition de ce qu'on appelle les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Les résultats ont été fascinants. Alors qu'à première vue, la personne semblait totalement déconnectée, ses yeux brillaient et elle remarquait l'entrée du personnel dans la pièce. Elle suivait les autres et lorsque c'était possible, il y avait des moments de reconnaissance. Une personne de passage n'aurait pas remarqué cette prise de conscience chez le résident. Lorsque nous les observions suffisamment longtemps, nous étions convaincus qu'ils se sentaient appartenir à ce milieu et pour ceux qui étaient plus mobiles, nous avons vu une communauté se former entre les résidents lorsqu'ils s'engageaient les uns avec les autres. Ce constat a été corroboré par les travaux de Linda Clare au Royaume-Uni et par la conception de milieux de vie destinés spécifiquement aux personnes atteintes de démence et dotés d'un personnel qualifié. Les résidents sont reconnus comme ayant plus à offrir qu'il n'y paraît et il en résulte une amélioration de la qualité de vie et de l'engagement ainsi qu'une diminution des comportements indésirables signalant le détresse. Au Canada, les centres de soins de longue durée sont encore en grande majorité essentiellement de conception traditionnelle, mais des efforts importants sont déployés dans tout le pays, y compris le Québec, pour changer la culture et l'approche des soins prodigués aux personnes atteintes de démence, en reconnaissant qu'elles sont plus capables de participer à des activités qu'on ne le pensait à l'origine, même si, statistiquement, les résidents sont plus atteints sur le plan fonctionnel qu'il y a 30 ans. La pandémie de COVID-19 a révélé cet incroyable besoin dans notre pays puisque 80% des décès liés à la COVID sont survenus chez les résidents de centres de soins de longue durée et que les histoires d'horreur et de négligence ont fait les manchettes. Comme bien des équipes de recherche, nous travaillons présentement avec les résidences en Ontario et au Québec afin d'adopter des approches véritablement centrées sur les compétences des résidents. En nous inspirant de modèles existants à l'échelle mondiale, nous souhaitons travailler avec chacun des centres afin qu'ils puissent adapter les principes à leur clientèle particulière tout en évaluant l'impact de ces changements. Une autre de nos études a également montré à quel point il était bénéfique de se concentrer sur les habiletés des résidents plutôt que sur leurs déficits. Il s'agit d'une étude impliquant la visite d'étudiants universitaires comme compagnons en centre de soins de longue durée. 31 résidents ont bénéficié de visites de la part de 70 étudiants bénévoles. Un nombre total de 2200 visites a été réalisé, totalisant près de 350 000 heures de bénévolat. Nous avons été abasourdis par l'énergie et l'intérêt de ces étudiants qui donnaient beaucoup sans pour autant recevoir une récompense sous forme de loyer ou de crédit de cours. D'ailleurs, suite au projet, 93% des étudiants ont choisi de continuer à visiter leurs résidents. Nous croyons que l'élément d'interaction individuelle un à un, ainsi que le maintien de la relation sur une longue période,
ont permis aux étudiants bénévoles de mieux connaître et de s'attacher à la personne qu'ils côtoyaient. Ils nous ont montré véritablement ce qu'était une approche centrée sur la personne. Constat numéro 2. Aider ne signifie pas faire à leur place. Le deuxième constat, issu de mon travail et de mon expérience, découle vraiment du premier. En partant du principe que la personne est plus consciente, il faut lui donner un peu d'autonomie, mais avec du soutien. Dans l'étude mentionnée précédemment concernant les 9 transitions au cours de la démence, il est apparu clairement que les personnes atteintes de démence, contrairement à celles qui ont subi un accident vasculaire cérébral, ne présentent pas de perte soudaine de fonction. Les transitions sont donc mieux gérées lorsque les personnes atteintes de démence sont en mesure de conserver au moins un certain niveau d'autonomie. Prenons par exemple le déclin progressif de la capacité financière. Certaines stratégies clés qui se sont avérées efficaces impliquent que la personne atteinte de démence conserve un certain contrôle sur une partie de ses finances. Par exemple, les cartes bancaires peuvent être limitées dans les montants retirés, ou les personnes atteintes de démence peuvent bénéficier d'une certaine autonomie pour payer au restaurant. D'après les transcriptions des entretiens, cette stratégie s'est avérée beaucoup plus efficace que de laisser l'aidant prendre en charge toutes les finances. Il est important de faciliter les transitions en permettant à la personne atteinte de démence de s'adapter également à l'accumulation de changements subtils. Dans le contexte de ces prises de conscience, nous partons de l'hypothèse, une fois de plus, que les environnements qui facilitent la compétence peuvent s'adapter lentement aux individus à mesure que la maladie s'accentue. Nos messages envers les personnes atteintes de démence ne devraient pas être un arrêt de mort, mais plutôt un respect et un désir de vivre. Il faut comprendre que les aménagements sont possibles à un tel point que notre équipe travaille avec des groupes à l'échelle internationale pour faciliter les voyages aériens des personnes atteintes de démence. Cette approche prend également forme dans les centres de soins de longue durée. J'ai lu un jour une affiche publiée en ligne qui provenait d'un centre de soins de longue durée des Pays-Bas. On pouvait y lire « Travaillez-vous chez moi ou est-ce que je vis dans votre lieu de travail ?» Il s'agit d'une question importante. Réfléchissez à cette question. Travaillez-vous chez moi ou est-ce que je vis sur votre lieu de travail? Voyons-nous un patient ou un résident qui cherche à mieux vivre et mieux vieillir? Que signifie être chez soi? Et comment pouvons-nous faire en sorte que les résidents conservent un peu d'autonomie? La réponse réside dans l'adaptation. Sachant comment la démence affecte le cerveau, le sentiment d'anxiété, la confusion autour des lieux et des choses, est-ce que le lieu dans lequel vous vivez maintenant est le mieux adapté à vos besoins? Est-ce qu'il faut vivre chez soi à tout prix? Imaginez le niveau d'anxiété que vous pourriez avoir lorsque vous ne savez plus comment utiliser une fourchette ou que vous ne reconnaissiez plus les pièces ou les objets. Habitez-vous au meilleur endroit pour maximiser vos compétences et vous offrir de véritables choix? Ou pourriez-vous avoir un meilleur sentiment de bien-être si vous viviez dans un environnement spécialisé où les gens savent s'adapter à vos capacités? Les milieux de vie collectifs peuvent être bénéfiques si elles considèrent le résident avec démence, assurent l'intimité, le respect et comprennent qu'aider les personnes atteintes de démence ne signifie pas faire pour elles. Notre étude portant sur 7 foyers à travers le Canada suggère certainement que les environnements sociaux et l'attitude sont les plus importants. Il faut se rappeler qu'un milieu de vie accessible pour une personne présentant des troubles cognitifs n'a pas du tout la même signification qu'un milieu de vie accessible pour une personne utilisant un fauteuil roulant. Si nous n'adaptons pas nos milieux de vie, nous finissons par faire pour les personnes atteintes de démence. Avec l'avènement de la technologie telle que les véhicules autonomes, les maisons intelligentes et les dispositifs mobiles prêts à porter, avec l'intelligence artificielle et une meilleure connaissance de la démence, nous sommes convaincus que nous pourrons créer un monde où les personnes atteintes de démence pourront intégrer leur communauté plutôt que d'être ostracisées.
Constat numéro 3 et le dernier. Les proches aidants font partie intégrante de l'histoire. Tant dans mon travail communautaire que dans mes recherches, il est clair que les proches aidants doivent être considérés comme faisant partie intégrante du parcours. Nous savons depuis des décennies que la prestation de soins aux personnes âgées offre des défis aux membres de famille qui peuvent entraîner des problèmes de santé physique et mentale, nécessitant l'aide de nos communautés sanitaires, technologiques et sociales. Au Canada, les statistiques de 2012 ont montré que plus de 8 millions de Canadiens ont fourni des soins à un parent ou à un ami, ce qui représente plus de 80% des soins nécessaires et contribue à plus de 25 milliards de dollars de travail non rémunéré. L'importance de comprendre le rôle des soins non rémunérés a été accentuée par la pandémie de la COVID-19. Alors que nous nous efforçons tous de donner un sens à la façon dont elle a transformé nos vies, nous sommes plongés dans une réévaluation globale de nos priorités et de ce qui est nécessaire pour nous maintenir en bonne santé. Plus que jamais, nous sommes conscients des interdépendances sur lesquelles reposent nos vies et de l'importance des soins formels ou non. La complexité et l'importance des soins n'ont jamais été aussi évidentes. Pourtant, dans une société individualiste comme celle dans laquelle je vis, nos systèmes nous encouragent à nous concentrer sur le patient, celui qui est atteint de démence. Les cas d'abus financiers, physiques, émotionnels chez les personnes âgées justifient certainement l'importance de tenir compte des désirs et des souhaits de la personne âgée. Mais dans le cas de la démence, le cercle des soins doit inclure d'autres personnes. D'autres peuvent aider à identifier les subtilités. D'autres peuvent être nécessaires pour naviguer le système de soins de santé et s'assurer que leur proche est en sécurité. D'autres peuvent être nécessaires pour savoir comment choisir des activités qui donnent un sens à la personne. Et d'autres devront s'adapter progressivement à une augmentation des responsabilités à mesure que la cognition est affectée. L'une des transitions les plus difficiles mentionnées par les proches aidants dans le cadre de notre recherche est l'hospitalisation. Les proches aidants nous ont parlé d'un mépris total de leur inclusion. On nous a dit que les soignants, peu formés sur la nature de la démence, se fient aux antécédents médicaux inexacts donnés par la personne atteinte de démence et ne font aucun effort pour clarifier les données. Pendant la pandémie de la COVID, sous l'angle de la prévention des infections, les proches aidants n'ont pas pu rendre visite à leurs proches dans les établissements de soins de longue durée car aucun visiteur n'y était autorisé. Cela a provoqué une certaine détresse chez les proches aidants et les résidents, car les familles venaient les voir de l'extérieur à travers une fenêtre, ce qui rendait le résident encore plus confus quant à la raison pour laquelle il n'était pas autorisé à entrer. Le personnel se retrouvait avec la responsabilité de s'occuper de ces résidents sans aucune aide supplémentaire. Comme l'a si bien déclaré une proche aidante dans l'un de nos groupes communautaires, elle nous a dit « Je ne suis pas un visiteur. Il faut vraiment faire mieux. » Nous avons beaucoup à apprendre sur l'aide apportée aux personnes âgées atteintes de démence, mais une chose est certaine, si je devais recevoir un diagnostic de démence, je voudrais que mon conjoint et mes enfants aient l'espace nécessaire pour vivre leur propre vie. Je voudrais des programmes qui me permettent d'être le plus autonome possible et qui me permettent de vivre des bons moments avec eux. Là où j'habite, les gouvernements proposent plusieurs programmes pour soutenir les proches aidants, dont certains offrent du temps de répit. Nos recherches nous laissent croire que nous savons peu sur le ressourcement des proches aidants lors de programmes de jour pour les personnes atteintes de démence. On s'intéresse plutôt à la personne atteinte de démence et aux activités qui lui sont offertes. On accorde très peu d'attention à l'aidant et à ce qui se passe avec lui pendant que l'être cher participe au programme. Les proches aidants dans nos groupes communautaires soulignaient aussi le manque de soutien pendant la nuit, car il est clair que la démence ne se manifeste pas seulement pendant la journée. Alors que certains proches aidants se sentent très éprouvés par l'expérience, d'autres parviennent même à s'épanouir face à une telle adversité. Comment cela se fait-il? À ce sujet, nous nous lançons dans une étude internationale impliquant 15 pays, dont la France, avec nos collègues à ILC France et des collègues à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne qui ont déjà fait plusieurs études sur les proches aidants.
L'objectif global de la recherche proposée est de transformer la façon dont nous abordons l'approche aidance, en passant d'une approche centrée sur le fardeau à une approche centrée sur les expériences positives et la croissance. Pour conclure, j'aimerais dire quelques mots sur l'âgisme car il est au cœur de notre approche envers les personnes atteintes de démence. Il nous rend convaincus qu'il n'y a rien à faire, que c'est la descente, contrairement à une personne plus jeune avec des limitations fonctionnelles. Parce que je suis plus âgée, je n'aurai peut-être pas le même accès aux services ou aux thérapies réparatrices. En fait, je serai devenue ce que tout le monde craint et je confirmerai à mon entourage que c'est ça, vieillir. Je risque de devenir la plus grande peur. Et parce que ma communication risque d'être affectée, je serai incapable de me battre pour mes droits. Vous voyez, nous entendons ce que nous voulons entendre. Si vous pensez que je n'ai aucun sens, vous entendrez tout ce qui confirme que je n'ai aucun sens. Donc, être vieux et malade confirme vos idées préconçues sur moi. Par conséquent, est-ce possible que mes droits ne soient pas respectés? Ici, au Canada, un pays qui a souvent lutté pour les droits de la personne, un pays qui a contribué, comme la France, à faire comprendre la nécessité d'adapter l'environnement aux personnes âgées par le biais de communautés amies des aînés, un pays qui, comme la France, a été un joueur dans l'identification des obstacles physiques, sociaux, politiques et sociétaux à la pleine participation des personnes vivant des handicaps. Et un pays qui a aidé à mettre en place une convention des Nations Unies, sur les droits de l'enfant. Peut-être que lorsque j'aurai 80 ans, il y aura une telle convention sur les droits des personnes âgées. Nous saurons alors que nos législateurs auront une base pour s'assurer que l'âgisme ne me prive pas de mes droits fondamentaux, à vivre ma vie du mieux que je le peux, malgré mes multiples limitations fonctionnelles et mon âge. Peut-être qu'une telle convention nous aidera à repenser la vision fataliste que nous avons de la vieillesse, nous aidera à comprendre que nous avons le droit de mener une vie qui a un sens et d'être en lien avec ceux que nous aimons, même si nous sommes atteints de démence. Peut-être, juste peut-être, bénéficierai-je de la protection de la violation de mes droits sous la bannière de la sécurité, de la protection présumée ou de l'abus pur et simple, juste parce que je suis vieille et malade. Je serai protégée comme je l'aurais été lorsque j'avais 5 ans. Merci énormément à ILC France pour ce plaisir de vous présenter mon exposé et je suis ouverte à des questions. Merci. Merci Linda de cet exposé absolument passionnant qui montre bien la façon dont vous considérez comment on doit éventuellement communiquer avec les personnes atteintes de démence. Et je dois dire que la phrase que vous citez souvent et que je trouve absolument fabuleuse, qui est « Est-ce que je vis dans votre milieu de travail ou est-ce que vous vivez chez moi ?» Je la trouve absolument fabuleuse. C'est vrai que de mettre les personnes démentes dans de bonnes conditions change totalement, d'une part, leurs possibilités fonctionnelles et d'autre part, l'image qu'on a d'eux. Moi, je me rappelle, à l'hôpital Broca, au début, nous avions assez de personnel pour emmener les patients. On avait un animateur formidable qui les emmenait à la piscine avec les enfants de la crèche. Et c'était absolument merveilleux. Et l'un des patients était un grand diplomate, dont nous considérions qu'il avait une désorientation spatiale en particulier majeure. Et puis le jeune animateur qui conduisait le minicar ne trouvait plus la piscine dans le 7e arrondissement. Le 7e, c'est l'endroit des ambassades. Et c'est le patient dont on pensait qu'il avait une désorientation qui l'a guidé en disant non, la rue là, la rue là, la rue là, la rue là. Mais c'est fou, mettre en condition les patients, ça peut créer des miracles. Tout à fait. Charles, est-ce que tu peux conduire la discussion si tu as déjà des mains qui se lèvent? Alors, je n'ai pas de questions pour l'instant, je n'ai pas de mains qui se lèvent non plus. Moi, j'avais une remarque pour Linda, déjà, sur le verbal et le non-verbal, parce que les diagnostics, à tout le moins, sont faits avec des tests éminemment verbaux. Oui.
Et donc, effectivement, dans un pays multilinguistique comme le Canada, mais c'est un peu pareil en France maintenant aussi, hein, est-ce qu'il n'y a pas à trouver d'autres outils diagnostiques, en fait? Oui, ben c'est ça. Je pense pour ça que je dis souvent, c'est bien de passer par la voie des proches aidants. Parce qu'on voit une différence. On voit aussi certains tests pour les gens qui sont très éduqués, par exemple, aussi, qui au niveau des tests, des fois, on n'arrive pas à trouver très tôt les problématiques. Là, je sais qu'il y a des travaux qui se font pour essayer de pouvoir poser un diagnostic beaucoup plus tôt qu'avant, même sans test neuropsychologique, avec des tests sanguins, par exemple, et autres. Mais je pense qu'au niveau du non-verbal, je pense qu'on est encore à s'en fier un peu aux commentaires un peu des proches aidants. C'est certain que si on peut amener les membres du public à consulter plus tôt, on peut les avoir en amont. Et là, la communication n'est pas nécessairement affectée de façon importante. Alors, ça nous permet à ce moment-là de poser un diagnostic. Mais c'est plus tard que c'est difficile si on veut essayer de trouver ce qui leur plaît ou même mesurer la qualité de vie. Oui, mais comme vous dites… C'est pas évident sans le non-verbal. Pardon? Non, mais comme vous le dites très bien, plus tôt, on n'y va pas parce qu'on a peur. Oui. C'est pour ça que quelquefois les diagnostics sont tardifs, puisque très souvent les familles nous disent « Écoutez, ma mère, je trouve que vraiment elle a des troubles de mémoire, je voudrais l'amener à l'hôpital, mais elle ne veut pas. » Et elle ne veut pas pourquoi? Parce qu'elle a peur. Et je la comprends tout à fait. Oui. Alors, il y a une question, j'ai une main qui s'est levée, enfin qui s'est levée physiquement de Didier, on va lui donner la parole, mais il faut réactiver ton micro, Didier. Tout à fait. Peut-être juste une question sur le vécu de ces patients. Vous avez mentionné le fait qu'il y a différentes communautés, et c'est le cas bien évidemment au Canada, en France, et certaines communautés ont plutôt tendance à vouloir plus longtemps garder à domicile les patients atteints de démence. Est-ce que dans le vécu de ces patients, vous observez des différences en fonction des communautés? Non, non, moi, et puis non, c'est-à-dire que les gens veulent, tout le monde semble vouloir garder les gens en communauté, et maintenant encore plus au Canada parce que ça a été tellement une histoire d'horreur avec les centres de soins de longue durée, avec les décès suite à la COVID, que là, il y a une tendance encore plus de rester chez soi. Ce qui m'inquiète un peu, et c'est là que je pense qu'on doit tous réfléchir, c'est… ce qui m'inquiète, c'est d'une part, il faut faire attention de pas… les gens ne peuvent pas garder les gens chez eux s'ils n'ont pas de soutien, s'il n'y a pas de service. Et je connais tellement de bonnes équipes dans les centres de soins de longue durée qu'ils essaient très fort de créer un milieu qui va leur permettre… Il y a beaucoup d'exemples aussi en France de résidences qui sont vraiment très adaptées aux gens avec démence. Et il faut vraiment qu'on se pose la question. Il faut faire attention de ne pas prendre des décisions pour la personne avec démence. Il faut vraiment se mettre dans leur peau, je pense. Même dans nos expériences à nous, des fois, on voit des familles, on va inviter maman pour venir prendre un repas avec nous et tout, mais avec une démence modérée à avancer, ça devient très difficile lorsqu'il y a beaucoup de gens, il y a du bruit. Et puis, des fois, je me pose la question, on le fait pour qui, là? Est-ce qu'on le fait pour nous? L'enfant adulte, parce qu'on aimerait ça, puis on se sent un peu coupable, puis on veut que maman soit avec nous, ou est-ce qu'on se met vraiment dans sa peau? Pour elle, est-ce que c'est vraiment le meilleur milieu? Est-ce qu'elle est bien? Alors là, il faut toujours s'assurer, je pense, de se poser la question. Quel est le meilleur milieu, vu l'état? La question se pose aussi, quel est le meilleur milieu à condition qu'il existe des milieux excellents pour ce type de patients. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et on peut se poser le problème de savoir s'il ne vaut pas mieux qu'ils soient chez eux, à condition d'avoir de l'aide extérieure, plutôt que dans un milieu qui s'en occupe pas bien. Pour vous redonner un exemple de l'hôpital Broca, ce jeune animateur avait eu l'idée d'emmener des patients très atteints au restaurant. Et qu'est-ce qu'on a vu?
on a vu des patients que les soignants nourrissaient à la cuillère, parce qu'ils considéraient qu'elle n'était pas capable de manger toute seule. Et quand l'animateur les a emmenés au restaurant, brusquement, ils se sont tenus exactement comme autrefois, en utilisant normalement la cuillère, la fourchette, une grande élégance. Ce qui montre effectivement que vous avez raison. Mais ce n'est pas si simple. Hein. Dans les unités où il y a très peu de personnel pour un grand nombre de patients, on peut se demander quand même s'ils ne sont pas mieux chez eux. Ah, alors j'ai quelques questions quand même. Donc une question très directement prise avec votre activité, Linda. Pourriez-vous détailler le projet qui est envisagé autour des aidants et la prise en considération des expériences positives dans la relation d'aide? Oui, on a bien hâte de commencer l'étude. Alors, c'est par l'entremise de l'ILC, l'Alliance globale dont parlait Jean-Pierre Aquino au tout début. Alors, nous sommes 15 pays à travers le monde. On va d'abord, c'est en 3 phases, cette étude. La première partie, c'est une analyse des politiques sanitaires dans les différents pays. Alors, quelles sont les politiques gouvernementales qui font en sorte qu'est-ce qu'on offre comme soutien? Et puis, est-ce que le soutien et les programmes qu'ils offrent, est-ce qu'ils sont, leur objectif, c'est seulement de diminuer le fardeau ou est-ce qu'on a des politiques en place qui aident les proches aidants à s'épanouir, à se développer, à avoir des expériences positives? Alors, on va faire ce type d'analyse-là à travers les 15 pays. On a une autre phase où on prend des données, on fait des analyses, des études longitudinales sur le vieillissement à travers les différents pays et on va regarder les facteurs qui semblent contribuer à une diminution du fardeau. Quels sont les facteurs qui semblent contribuer à travers le temps? Donc, sur 3 points de données. Alors, ça, on va faire ça à travers les pays, puis regarder quels sont les facteurs qui sont en commun à travers les pays et quels sont les facteurs qui sont propres à chacun des pays. Et la troisième phase, basée sur ces informations-là, on va faire une étude plutôt qualitative avec possiblement des données aussi, des tests quantitatifs aussi sur le fardeau. Mais ce qu'on veut faire, c'est faire des entrevues, passer des proches aidants en entrevue avec différentes caractéristiques à travers les 15 pays, puis leur demander quels sont les éléments qui apportent de la joie, quels sont les éléments, quelles sont leurs expériences, ne se concentrant pas toujours sur les éléments du fardeau. Ce qu'on essaie, c'est justement, comme disait Françoise Forêt tout à l'heure, les gens ne veulent pas consulter parce qu'on a peur et on comprend, mais les messages qu'on reçoit beaucoup, ce sont des messages qui sont très négatifs. Alors, on aimerait bien s'inspirer de ces recherches-là pour pouvoir changer un peu le discours public ou au moins que les messages soient un peu plus équilibrés entre le positif et le négatif. Alors, j'ai encore une question avant de passer la parole à M. Bertin. Comment réagir quand le proche atteint de démence ne nous reconnaît plus temporairement? Bon. Donc, je pense que ce que tout le monde, bien des gens diraient, c'est premièrement, il ne faut pas le prendre personnellement. Et puis, je pense qu'il faut vraiment juste aller avec, suivre. Alors, on valide dans le sens qu'on continue, on ne confronte pas. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de confronter. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de dire, ben non, mais non, maman, c'est moi, Linda, je suis ta fille. Non, on laisse aller. Si on ne reconnaît pas, on est une personne. Parce que pour une personne avec démence, surtout dans les stades plus avancés, tout ce qui existe, c'est le moment même. 5 minutes plus tard, ça n'existe pas. 5 minutes plus tôt, ça n'existe pas. Alors, on vit dans le moment. Et je vous dis, l'étude que j'ai faite avec ma collègue Annie Robitaille, qui poursuit cette étude au moment même, c'est avec les étudiants universitaires qui ont passé du temps avec les gens avec démence. Ils ont bien aimé la nécessité d'être dans le moment. Hein, il a fallu qu'on mette notre téléphone de côté et puis qu'on passe le temps avec la personne atteinte de démence. C'est ce qu'il faut faire. Tout ce qui existe, c'est le moment même.
Alors, on profite du moment et on prend le prochain et on profite du moment. Si on ne vous reconnaît pas, c'est pas grave. D'ailleurs, il n'est pas prouvé que la personne ne nous reconnaît pas. Hein. Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Oui. Monsieur Bertin, vous pouvez réactiver votre micro. Oui, je vous remercie de cette magnifique intervention. Je trouve que l'on raisonne beaucoup en silo dans la prise en charge de la personne âgée, avec le domicile, la maison de retraite, la clinique de rééducation. Et vous avez très bien exprimé le fait que ce n'était pas l'idéal. Alors moi, j'avais plusieurs sujets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une culture de la population, en tout cas en France, par rapport à la maladie d'Alzheimer, et vous l'avez très bien dit, il y a une peur, alors même qu'il y a aussi une richesse dans cette maladie qui est assez peu connue, et qui en tout cas n'est pas enseignée, y compris à l'école, alors même que les enfants sont confrontés à leurs grands-parents qui ont une maladie d'Alzheimer et qui ne sont pas au courant des repères affectifs que peuvent avoir ces personnes-là, des troubles aussi qu'ils peuvent avoir, ce que disait M. Lambert à l'instant, sur est-ce que oui ou non ils me reconnaissent. Certes, ils utilisent peut-être un mot qui n'est pas le bon, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne me reconnaissent pas. Donc des réactions qui sont extrêmement violentes parfois par rapport à l'aidant et qui sont extrêmement bien perçues par le malade d'Alzheimer, ce qui crée du coup derrière des problématiques comportementales importantes. Et du coup, moi j'avais plusieurs questions. La première, c'est est-ce que finalement, et je rejoins un peu ce que disait Mme Forette, il est possible d'envisager, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, des structures qui permettent d'accompagner un vieillissement dans un environnement multigénérationnel en apportant jusqu'au bout le besoin au bon endroit, en fait, là où est le malade et non pas ailleurs. Et comment est-ce que dans vos études, vous évaluez ce que ces malades aiment? Parce que la notion du chez-soi, elle est quand même très particulière. Et savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne est bien dans son environnement chez elle ou en maison de retraite d'ailleurs, parce qu'elle le considère un peu comme chez elle, sur quelles échelles est-ce que l'on peut s'appuyer pour estimer réellement le bien-être en fait, d'une personne atteinte de problématiques cognitives? Oui, c'est une excellente question et on se questionne beaucoup là-dessus. C'est certain qu'il y a des échelles de qualité de vie. Je pense qu'une des choses, il faut se poser la question, quand on regarde la qualité de vie d'une personne, si j'étais atteinte, si j'avais un survivant d'un AVC ou que j'avais une démence ou si j'avais le cancer du sein ou si j'avais… Est-ce qu'on veut des choses différentes? Alors, ça, c'est la première question. Alors, moi, je me dis tout le temps, j'ai travaillé avec des experts au Canada pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par qualité de vie. On s'est dit, bon, je veux avoir un endroit sécuritaire où vivre. Je voudrais avoir faire des choses qui donnent un sens à ma vie. Je voudrais avoir des gens à aimer et je voudrais me sentir aimée. Alors, si on regarde juste ces 3 choses-là, on pourrait se poser la question. Alors, comment on fait pour avoir un environnement sécuritaire? On sait sûr que quand on regarde la COVID, on regarde cet élément-là, on peut se poser des questions au niveau de contrôle des infections et tout ça. Si on regarde donner un sens à notre vie, bon, quand on peut communiquer, on peut le dire. Si on essaie des choses, on peut voir la réaction de la personne. Ma collègue et moi, on se pose beaucoup de questions sur comment on va mesurer. Il y a des échelles, mais beaucoup des échelles qui existent sont indirectes, c'est-à-dire encore, on se fie sur la personne, soit le soignant, soit le membre de la famille à évaluer ce que veut la personne avec démence. Puis comme vous dites, c'est tellement difficile. Alors, il faudrait standardiser au fur et à mesure. Une des façons on pourrait peut-être le faire, c'est dès le début, en amont, on prend ces échelles-là avec, donc on a la perception de la personne avec démence et le proche aidant. Et au fur et à mesure qu'il y a une détérioration de la cognition, on peut voir l'écart entre les évaluations entre les deux et estimer à un moment donné, lorsqu'on demande à la personne, quand la personne ne peut plus répondre, on demande au proche aidant et on peut ajuster peut-être les réponses parce qu'on a un historique. Ça, ce n'est pas toujours évident à faire. L'autre chose, ça serait de se développer des échelles de mesures non verbales où on peut filmer et prendre des mesures, etc. On peut essayer différentes choses. On peut d'abord partir avec la perspective que la personne peut faire des choses. Alors déjà,
On va voir s'ils peuvent participer à des activités dans les milieux qui sont adaptés aux gens avec démence modérée à avancée. On les voit participer, on les voit sourire. C'est sûr que les échelles des évaluations sont perceptuelles aussi. Mais maintenant aussi avec la technologie. On peut aussi avoir de la technologie que les gens peuvent porter pour voir au niveau de la participation à l'activité. J'avais lu à un moment donné qu'il y avait des genres de trucs qu'on pourrait mettre pour voir quand on nous adresse la parole et la quantité, qui participe à la conversation. Est-ce que la personne s'engage dans des observations de ce genre? On pourrait se dire que si la personne participe bien et a une vie active qui donne un sens à sa vie, qu'elle dort mieux. Alors, on pourrait prendre des mesures objectives sur le sommeil, on pourrait prendre des mesures au niveau de la douleur, les médicaments, tout ça. Ça devrait quand même avoir un impact si les gens ont des vies plus remplies. Alors, il y a des mesures indirectes, il y a de l'observation directe, mais peut-être avec des technologies qu'on pourrait développer pour évaluer la participation, la quantité et comme la façon qu'on mesure le bonheur. La mesure, mais on s'interroge beaucoup là-dessus et on serait vraiment ravis de discuter avec des gens qui voudraient, surtout pour les gens là, qui ont des démences modérées à avancées, là, comment est-ce qu'on peut vraiment mesurer la joie finalement? Alors, Linda, je veux juste réagir parce qu'on a un de nos collègues français qui est parti il y a plusieurs années chez vous, hein, enfin chez vous au Canada en fait, qui a travaillé sur un sujet, Olivier Gaucher, je ne sais pas si vous le connaissez, en fait, je crois qu'il est à Québec. Oui. Et Olivier il dirige un service de gériatrie à Québec, à Laval, je pense. Et en fait, il a fait où il maquillait des personnes âgées, très âgées, souffrant de troubles cognitifs, et il faisait des mesures d'hormones, en fait, cortisoliques, etc. Et il montrait, et c'était un moyen de mesurer, en fait, alors je ne sais pas si c'est le bonheur, mais en tout cas un effet. Hein, c'est ça, il doit avoir quand même des mesures quand même que les gens peuvent utiliser là, qui sont indirectes. Alors, j'avais encore une question. Alors, il y a beaucoup de questions sur les conversations. Hein. Oui, mais alors, il y en a beaucoup. Emeline, Marie, Noémie. Oui, alors non, mais je les ai toutes, Françoise. Mais en fait, il y en avait sur la sécurité, je pense qu'on a répondu. Le problème savoir comment sécuriser le problème est de savoir est-ce qu'il y a un moment donné où les gens se mettent en danger ou mettent en danger leur entourage, comment sécuriser ces personnes sans les contraindre, en les laissant libres d'aller et venir. Je pense qu'il y a des… alors, il y a des modèles qui existent. Là, ça dépend encore à quel niveau du parcours de la démence. Est-ce qu'on parle au début ou vers la fin? Est-ce que c'est des gens qui sont en EHPAD? Alors, parce qu'il y a des modèles qui existent où il y a des gens, ils ont même pas un endroit barré. Là. Il n'y a pas de… Alors, on peut avoir sécurisé de certaines façons où les gens peuvent quand même circuler et avoir des activités sans danger. Il y a aussi plein de technologies disponibles pour s'assurer que lorsque la personne quitte, qu'on puisse voir où ils vont avec des systèmes de GPS, par exemple. Il y a aussi, il y a des gens même avec leur téléphone qui s'assurent de savoir, de pouvoir localiser. Alors, la personne peut facilement répondre. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments technologiques qui nous permettent de se sentir un petit peu plus à l'aise. Qui permettrait à la personne d'avoir une certaine autonomie de cette façon. Mais dans les EHPAD aussi, il y a des modèles qui existent. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du problème éthique, je dis éthique entre guillemets, posé par exemple pour les GPS dont on peut doter les personnes qui déambulent comme elles veulent, mais si elles sont près de l'autoroute, on peut les localiser. Alors, on a des grands éthiciens qui nous disent que ce n'est pas éthique de faire ça. C'est-à-dire de mettre un GPS. Oui, bien c'est ça. Puis je pense que c'est là qu'il faut vraiment qu'on se pose beaucoup de questions en tant que société, l'équilibre qu'on veut avoir. Vous savez, ce qu'on fait, je pense, avec les personnes âgées, c'est écoutez, quand on regarde côté sécurité, le plus sécuritaire, ça serait d'attacher quelqu'un à une chaise puis les laisser dans une chambre à rien faire. Là, c'est clair. Hein? C'est clair ça va être sécuritaire.
Mais là, il faut regarder parce que si on regarde, par exemple, le nombre de chutes, hein, c'est quelque chose qu'on souvent on regarde dans les EHPAD. Bon, si on augmente la qualité de vie, à quelque part, il faut qu'on se dise, ben, le nombre de chutes risque, on met en danger la personne à ce niveau-là. Il faut qu'on se pose la question, mais si on me demandait à moi, Linda, est-ce que tu préférais être assise dans une chaise et en sécurité avec rien à faire, ou est-ce qu'on prend certains risques? Quand on emmène des enfants au parc pour jouer, ils ont des risques. Quand il y a des gens là, qui prennent des activités sportives à risque, on signe, on dit, écoutez, moi, je veux vivre ma vie, je veux prendre certains risques. Alors, à un moment donné, pour cette autonomie-là, oui, il va peut-être falloir faire des compromis au niveau éthique. C'est à nous de décider, c'est nos choix. Et peut-être, puis c'est là, mais c'est vrai que c'est toujours le raisonnement qu'on fait là, quand on prend des données comme ça, et il faut s'inspirer un peu de ces travaux-là. Mais je pense qu'il faut qu'on se pose des questions en tant que société. Est-ce qu'on est prêt à prendre certains risques pour pouvoir bien vivre et bien vieillir? Absolument. J'ai une question très rapide. Linda, est-ce que vous pourriez rappeler le nom de la personne qui a fait l'étude sur le moment même? Une étude sur le fait du moment présent, en fait. La personne, je pense qu'on réfère peut-être à Linda Clare au Royaume-Uni, c'est ça? Je pense que c'est ça que vous avez dit, en fait, effectivement. Et là, j'ai une dernière question de Madame Kiefer. Alors, on en parlait au début, comment rassurer une personne consciente de ses pertes cognitives et terrifiée par ce qui lui arrive? Ça, c'est une très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que c'est comme, et c'est ça, c'est pour ça que je trouvais que mon titre était un peu présomptueux, mais parce que je ne peux pas m'imaginer, mais pour avoir vécu encore dans un moment dans les familles, quand on voit cette anxiété que les gens ont, d'avoir peur de qu'est-ce qui se passe, et je me dis, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'environnement il faudrait trouver quelque chose qui les aide à comprendre pour pas qu'ils aient peur. D'une part, je pense que le message qu'il faut qu'on se dise, c'est que c'est quand même possible de bien vivre avec une démence. Alors, de ne pas avoir peur, parce que quand on dit le mot démence ou maladie d'Alzheimer, on pense tout de suite à une démence avancée, en soins de longue durée, en train de manger des purées, et puis il n'y a personne qui veut se voir comme ça. Alors, il faut d'abord se dire que c'est possible de bien vivre avec une démence et en attendant que nos chercheurs développent des façons de ralentir le processus et déjà, ou même qu'on puisse, je pense que ça va quand même prendre un bon bout de temps avant que tous les baby boomers passent à travers de tout ça. Alors, il faut apprendre à vivre avec. Et je pense qu'une des façons de faire, c'est de vraiment regarder qu'est-ce qui rend la personne anxieuse. Est-ce qu'on on se fait des idées négatives de ce qui s'en vient? Est-ce que des façons, et c'est ça, une des choses qu'on va aller chercher dans cette étude avec les proches aidants, c'est de voir quels sont les bons moments. Moi, si je me rappelle, quand je prenais soin de ma mère, et c'était difficile, mais à un moment donné, je me rappelle, on était au bord de la rivière, il y avait le soleil qui se couchait et j'étais avec elle et dans mon horaire tellement chargé, il y a eu des moments tellement plaisants, j'ai pu passer tellement plus de temps avec elle que j'aurais fait autrement, que je me suis dit, il y avait quelque chose de magique qui était bien d'être avec elle, juste être avec elle, sans parler, ma mère ne pouvait pas communiquer, alors sans communiquer, mais juste être ensemble. Et puis, je pense qu'il faut se dire, on peut quand même avoir de bons moments et il faut rendre les choses autour moins anxiogènes. Si c'est parce que je ne peux pas voir, je ne peux pas utiliser ma fourchette, on va faciliter. On peut avoir peut-être de la nourriture qu'on peut prendre avec les doigts. S'il y a quelque chose, c'est le contraste, on ne peut pas voir les escaliers, on fait en sorte qu'on peut mettre un contraste pour justement voir chacun de ces moments-là comme étant un moment où on peut rassurer avec notre approche et avec le design physique de l'environnement. Plus on va excusez, allez-y.
Oui, mais il n'empêche qu'il y a des personnes, on les connaît comme patients, qui ne veulent pas envisager cette évolution. Même si on leur dit qu'il y a des bons moments, ils vous disent, bah, écoutez, moi j'ai vu ma mère, maintenant j'ai la même maladie, je ne veux pas vivre ça. Donc c'est difficile de leur répondre. Et donc la personne qui atteint de démence elle-même, qui ne veut pas… Oui, qui connaît l'évolution. Moi, je me rappelle très bien d'un patient qui me disait, je connais la maladie d'Alzheimer, j'en connais l'évolution, je veux quitter la vie volontairement. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de plaisir avec ma famille, etc. Et il m'avait demandé, docteur, je voudrais que vous me disiez quand ce sera le moment, parce qu'après, je ne saurais plus le faire. Oui, mais pensez-vous qu'il y a des gens, déjà, il y a bien des années, quand on avait quelqu'un qui se faisait dire qu'il ne pourrait plus jamais marcher, et puis quand on disait à quelqu'un qu'il devait utiliser un fauteuil roulant pour le restant de ses jours. Il y a eu un moment donné dans nos sociétés, n'est-ce pas? Et encore, je ne dis pas que c'est facile non plus encore à ce jour, mais il me semble que l'adaptation et l'accessibilité avec des gens qui utilisent un fauteuil roulant, du moins ici, ça s'est amélioré de façon incroyable. Avant, on aurait dit, ta vie est finie, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus rien faire. C'était vraiment un arrêt de mort pour bien des gens, il y a longtemps. Et je me pose la question, est-ce qu'on n'approche pas cette maladie-là de la même façon un peu, de se dire… Et quand on parle d'accessibilité, si on regarde une maison accessible, comme je disais, pour un fauteuil roulant, maintenant, de plus en plus, en 2040, le Canada doit être accessible. Alors ça veut dire accessible, ça veut dire quoi? Mais souvent, on regarde souvent l'élément physique, mais accessible pour quelqu'un avec un problème cognitif. Oui, vous avez raison. Alors maintenant, quand on demande aux gens, quand on regarde, moi, quand je regarde vers l'avant, je me dis, bon, est-ce que le monde sera la même chose là, dans 10 ans? Ben, j'espère que non. J'espère que non. Et j'espère qu'on va avoir des gens qui n'auront pas peur de moi parce que j'ai une démence. Bien sûr. Charles, tu as d'autres questions? Alors, en fait, on a à peu près répondu aux autres questions en fait, sur l'aspect sécurité des personnes et éthique, effectivement. Non, je pense que c'est à peu près… Donc, oui, dans ça, on verra ça après. Et non, voilà. Si vous en êtes d'accord, je pense que nous allons mettre un terme. Françoise, si tu en es d'accord, Linda. Je te laisse la conclusion. Moi, je voulais dire à Linda qu'on a été passionnés absolument par son intervention et par la façon dont elle envisage finalement les relations avec les patients déments. Je trouve ça merveilleux. Je te laisse conclure. Merci beaucoup, Linda. Vous le savez, il y a une inflation de webinaires dans notre pays, comme dans le vôtre, j'imagine. Il est 19 h en France. Eh bien, vous avez mobilisé 80 professionnels autour de vous sur une thématique pourtant délicate, voire difficile. C'est dire l'intérêt qui a été porté à votre discours. Pourquoi cet intérêt? Parce que c'est un discours humaniste. C'est un discours qui reconnaît en homme toutes ses qualités, quelle que soit son apparence physique ou cognitive. Vous nous avez donné les clés de la réussite de la société inclusive, pour utiliser un mot moderne, société inclusive qui s'adapte tout autant aux personnes âgées en situation de déficit, avec des troubles cognitifs, mais aussi aux personnes en situation de handicap, auxquelles vous faisiez allusion. Mais si nous sommes convaincus de votre discours, si nous allons demain dans nos lieux professionnels porter cette bonne parole, encore faudra-t-il convaincre les politiques, il faudra convaincre les ministères, il faudra convaincre sur le terrain par la formation les professionnels au contact des personnes âgées ayant des troubles cognitifs et qui vivent à domicile. Je pense à la police, je pense aux restaurateurs, je pense aux agents des services publics qui sont en contact permanent avec ces personnes. Donc, merci Linda pour ce plaidoyer.
Bonne soirée à tous et à la rentrée en septembre où ILC France ne manquera pas de vous inviter à un nouveau webinaire.